Et notre invité politique ce matin, c'est Julien Bayou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Oriane. Bonjour Julien. Bonjour. Julien Bayou, le président qui doit s'exprimer dimanche à 20h. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose qu'il prenne la parole à ce moment-là et qu'est-ce que vous attendez de son allocution? Alors c'est une bonne chose évidemment. Et qu'est-ce que j'en attends? En vrai, je suis très embêté pour vous répondre. Parce qu'il avait eu un discours très fort en avril en disant que plus rien ne serait comme avant, que la santé, l'environnement, compte tenu de la crise sanitaire qui est en fait une crise écologique, plus rien ne serait comme avant et ces biens-là seraient soumis, seraient sortis du tout marché. Il disait que c'était une folie que de les soumettre au tout marché. Et depuis, la réalité, c'est que plan de sauvegarde après plan de relance, il n'y a aucune contrepartie environnementale. Et même en fait, aucune contrepartie sociale. Et c'est-à-dire que vos impôts, mes impôts, financent eh bien, des vols polluants entre Paris et Bordeaux, on va revenir comme sur avant, ces questions. Et financent des fermetures de sites pour Renault. On va revenir comme sur avant. ces questions, mais c'est là-dessus exactement comme en 2008. Et l'autre point sur lequel je l'attends, c'est et bien sûr la reconnaissance d'un problème de racisme dans la police. Et le fait qu'il va y avoir des sanctions, des formations et la fin de ces contrôles aux faciès, de ces discriminations persistantes que le défenseur des droits a qualifié de systémiques dans certains endroits. Alors il est vrai que Emmanuel Macron, on l'attend beaucoup sur cette question, il a quand même fait connaître un peu son message. Il a dit qu'il ne faut céder ni aux amalgames réducteurs, ni à une protection coupable. Vous attendez un message beaucoup plus radical sur le sujet de sa part? Emmanuel Macron, c'était en même temps, et là c'est le ni-ni. C'est-à-dire que si vous faites ni ça, vous faites quoi? Moi, j'attends effectivement une parole très très forte pour dire que ça n'est pas normal dans une société qui revendique la fraternité, l'égalité, que l'on puisse avoir 20% de chance, 20 fois plus de chance ou de malchance d'être contrôlé par la police si vous êtes noir ou arabe ou perçu comme tel. Et que donc on soit lucide vis-à-vis du racisme qui traverse toute notre société. Il ne s'agit pas de dire que la police fait exception. Il y a un certain nombre de policiers et de policières qui sont racistes. Mais ce sont des cas individuels ou... Je pense qu'il y a bien sûr, des cas individuels. Et après, il y a la question du commandement. Et il faut se demander si... parce que quand vous êtes policier, policière, vous faites beaucoup de contrôles. À un moment, vous devez rendre des comptes. Et donc, il y a bien des chaînes de commande, et le défenseur des droits, je pense à cette enquête récente ciblée un commissariat du 12e arrondissement à Paris, c'est là qu'ils avaient pu faire une enquête avec des discriminations systémiques et donc des questions de chaîne de commandement. Mais qu'est-ce que vous pensez des premières mesures de Christophe Castaner? J'aimerais insister sur le fait que ce racisme, il n'est pas que dans la police ou vis-à-vis des policiers et des policières. C'est dans le logement, c'est dans l'emploi, et ça n'est pas nouveau, on ne le découvre pas. Vous dites que la France a des relents racistes, hein. Le terme est fort. La France est raciste pour vous? Je vous parle de la France, d'une partie de la France, d'une partie de la parole raciste qui s'exprime toujours plus librement. Alors que ce n'est pas une opinion, on sait bien que c'est un délit. Et donc, ne pas ouvrir les yeux par rapport à ça, je trouve que de la part d'un président de la République, c'est une faute. Et donc j'attends un regard lucide et non pas un ni nana, ni nana. Parce qu'avec ça, on n'avance pas. Et on n'avance pas sur ce sujet du racisme depuis des années et des années. On peut... malheureusement, comme geste fort. Avancer, ça veut dire quoi au-delà des mots? Sur la question très simplement de la police, stop au contrôle aux faciès, donc une traçabilité des contrôles de police, c'est la demande du défenseur des droits. La fin des techniques d'intervention de type plaquage ventral, qui a pu conduire à des drames encore récemment, et certainement pas les remplacer par des pistolets électriques, à impulsion électrique, comme le taser. Je fais partie d'une association, il y a 15 ans déjà, REDH, Réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'homme, qui avait milité pour interdire le taser, parce que déjà à l'époque, l'ONU disait que ça pouvait générer des violences, des bavures dans le monde, et ça s'est illustré malheureusement de multiples fois. Donc c'est pas pour remplacer une clé d'étranglement par une violence électrique. Est-ce qu'il faut dissoudre l'inspection générale de la police nationale? Je crois qu'il faut assumer de dire que les policiers ne peuvent pas être les contrôleurs des policiers. Donc il faut dissoudre ou en tout cas la remanier et engager un débat. C'est une demande de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT, engager un véritable débat sur la manière dont on doit contrôler
l'action de la police. Elle doit être de quelle manière pour vous on doit la contrôler? Je pense qu'il faut bien sûr, il faut une instance indépendante. On peut imaginer que les gendarmes... de ce qui se passe au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a une inspection qui est complètement indépendante, qui dispose de son propre budget. C'est ça que vous voulez? Je pense que ces institutions indépendantes, telles que celle du défenseur des droits, ont fait leurs preuves. Et donc, pourquoi pas, par exemple, la confier au défenseur des droits? C'est une piste, je pense que le débat doit s'engager, mais en tout cas, encore une fois, l'enjeu c'est d'être lucide. Il y a une proportion importante de notre population qui est victime de racisme, et ne pas le reconnaître, c'est évidemment pas prendre le chemin de commencer à résoudre le problème. On parle beaucoup à l'heure actuelle du privilège blanc. Est-ce que vous pensez qu'il y a en France un privilège blanc? Je comprends que le terme puisse choquer, mais en fait, pour moi, c'est un terme pédagogique. C'est-à-dire que quand vous êtes blanc et que le matin, vous ne pensez pas qu'en allant manifester, vous risquez plus de contrôle qu'une personne noire ou arabe ou perçue comme telle. Le matin, en vous lavant, vous ne pensez pas que vous aurez des difficultés particulières sur votre aspect pour demander un logement, par exemple, ou faire un entretien d'embauche. Eh bien, il y a une sorte de privilège. En tout cas, vous êtes moins en difficulté qu'une personne qui a les mêmes compétences, les mêmes revenus, les mêmes garanties que vous, quand il s'agit par exemple de postuler pour un logement. Et donc c'est une manière pédagogique d'engager le débat en disant, écoutez, il y a des personnes qui ont les mêmes compétences, mais qui ont plus de difficultés dans la situation de tous les jours. Est-ce que ce n'est pas stigmatisant? Est-ce que ce n'est pas communautariste? Ça n'a rien de communautariste. Je pense que ça, c'est des épouvantails agités. Encore une fois, l'enjeu, c'est d'aborder la question avec sincérité et lucidité. Voilà. La sincérité, c'est de dire notre pays, liberté, égalité, fraternité, ne remplit pas sa promesse. Mais ce n'est pas pour l'écarter, c'est au contraire pour l'atteindre. Et la lucidité, c'est de dire, écoutez, quand il y a plus de contrôle policier, quand il y a une discrimination à l'embauche qui est manifeste, évidente, quand il y a des discriminations à l'accès au logement qui sont évidentes, est-ce qu'on se voile les yeux ou est-ce qu'on regarde la réalité en face et qu'on agit? Vous étiez à la manifestation sur le sujet des violences policières à Paris mardi soir en compagnie de parlementaires. Est-ce que pour vous, c'est la place d'élus de la nation d'être à des manifestations interdites? Mais la place des élus de la nation, c'est d'être là où la société vit et là où la société demande que la devise liberté, égalité, fraternité s'applique. Donc évidemment que nous défendons non seulement bien sûr la liberté de manifester, mais que nous demandons des réactions, des mobilisations, des actions et qu'on attend du ministre de l'Intérieur qu'il ne soit pas dans les phrases alambiquées. Est-ce que vous avez entendu cette phrase qui dit « en cas de soupçon avéré, la suspension sera systématiquement envisagée » ? On se moque du monde. Donc moi je regrette qu'il faille des manifestations en réalité pour obtenir le minimum, c'est-à-dire que la République agissent pour l'égalité, parce que c'est bien ça que nous demandons. Mais puisqu'il en faut passer par des manifestations, bien sûr que nous soutenons les manifestations et nous serons dans la rue à l'appel du comité de soutien à Adama, comité de soutien à la famille d'Adama Traoré, samedi également. Allez, on va parler de l'écologie, puisque après la crise sanitaire, les Français et le gouvernement se préparent à affronter la crise économique. Et pour la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, l'écologie doit être une priorité du plan de relance. On va l'écouter. La transition écologique, dans cette sortie de crise, c'est la meilleure stratégie, à la fois pour protéger les Français d'autres crises, des crises climatiques, des crises écologiques, et c'est aussi une façon de créer de l'emploi. Je pense qu'il faut avoir en tête qu'après la crise de 2008, on avait loupé le redémarrage. On a sans doute pris 10 ans de retard à l'époque, mais aujourd'hui, on a des technologies qui sont matures et des entreprises, beaucoup de secteurs économiques qui sont engagés dans la transition écologique. Si on changeait de cap, alors là, on perdrait tout le monde. Au contraire, il faut accélérer pour créer de l'emploi. Voilà, Elisabeth Borne, qui était notre invitée le 29 mai dernier. Ça va dans le bon sens si on écoute la ministre pour vous? Non, mais le problème, c'est que là... soupirer durant le... C'est-à-dire que dans ce gouvernement, le ministre de la Transition écolo, c'est presque un emploi fictif. Il y a des milliards d'euros qui sont déversés sur la table. 7 pour l'automobile, 5 pour l'aérien, là encore 15 ou 18 et maintenant pour l'aéronautique, sans aucune contrepartie. Et encore une fois, ni environnementale, ni sociale. Et entendre Elisabeth Borne dire qu'en 2008, on a raté, et qu'en fait, on va faire exactement pareil, quoi qu'elle en dise. On est en train de faire exactement pareil. Mais pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de contrepartie? Par exemple, Bruno Le Maire demande à Air France de réduire de 50% ses émissions de CO2 sur les vols intérieurs d'ici 2024. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une bonne contrepartie? Est-ce que ça a été écrit dans la loi? Tout le fait de demander, les chartes, tout ça, évidemment, ça fait 20 ans qu'on le fait.
Est-ce que c'est écrit dans la loi? Est-ce qu'en contrepartie sonnante et trébuchante d'un prêt, c'est-à-dire de la solidarité nationale, de vos impôts, de mes impôts, et d'un prêt qui peut très très bien finir en subvention, c'est-à-dire en don, on le sait très très bien, et comme ça a été le cas dans le passé, et ce qui a écrit noir sur blanc, on réduit les vols intérieurs Paris-Bordeaux, qui redémarrent aujourd'hui et qui concurrencent le train. Si la SNCF est en déficit, si les trains sont aussi chers aujourd'hui pour les ménages qui veulent partir en vacances, c'est aussi parce qu'on organise la concurrence du train par l'avion en subventionnant ces vols. Et ça conduit bien sûr à plus de bruit pour les riverains, à plus de pollution. Et encore une fois, il n'y a aucune contrepartie sociale. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'on ait une réflexion. À quoi sert la compagnie Hop? Quand on discute avec les syndicats, avec Philippe Martinez, ils vous disent ça sert à faire du dumping social. On a sorti les agents d'Air France et on les a mis dans une nouvelle compagnie pour les payer moins cher. Donc on est perdant sur le plan environnemental et on est perdant sur le plan social. Une véritable contrepartie sociale et environnementale à ce prêt à Air France, c'est vous réintégrer les agents de Hop avec l'ancienneté au sein d'Air France, vous limitez et vous les redéployez sur des autres activités et vous limitez les vols intérieurs Paris-Bordeaux, Paris-Marseille qui n'ont aucun sens, qui causent du bruit. D'ailleurs, on pourrait tout à fait envisager des couvre-feux beaucoup plus stricts pour protéger, offrir des soirées tranquilles aux riverains des couloirs aériens. Voilà une manière de réfléchir à un monde d'après qui tire les leçons de la crise. Quand j'entends Elisabeth Borne, j'entends rien de tout ça. Parce que vous voulez réduire les vols intérieurs, vous voulez réduire forcément le nombre de vols. Les agents, les Hop fait des vols intérieurs. Hein. Est-ce que vouloir réintégrer les agents au moment où, si vous voulez les réduire, il va forcément y avoir des suppressions d'emplois? Et c'est pour ça qu'on parle de plan de transformation et non pas juste de plan de relance. En fait, il faut envisager il faut sauver les salariés, pas forcément les industries. Vous voyez, il faut envisager, transformer la manière dont on envisage notre activité. Vous aviez juste avant moi la question d'un sénateur qui expliquait qu'on avait laissé fermer des usines de masques, de Luxfer et autres. L'enjeu, ce n'est pas de redémarrer exactement comme avant. L'enjeu, c'est de prendre la mesure de cette crise, qui n'est pas qu'une crise sanitaire, qui provient d'une crise écologique, qui a été aggravée par la mondialisation. Sa propagation a été aggravée par la mondialisation. Et les différentes politiques austéritaires ou de délocalisation ont affaibli notre réponse. C'est pas trop difficile quand même de porter ce discours, par exemple, à Toulouse, où vous êtes en bonne place au municipal, parce que c'est tout l'emploi, tout le tissu économique là-bas qui est en jeu. Et donc dire on va réduire le trafic aérien, c'est porter un coup à Airbus. Et donc les gens qui travaillent là-bas peuvent légitimement se poser des questions sur votre politique. Mais personne n'a dit qu'il fallait en finir avec ou qu'il ne fallait pas soutenir l'aérien. Mais simplement, on doit quand même anticiper le monde qui vient. C'est-à-dire que quand vous avez la Belgique, les Pays-Bas qui réclament une taxe sur le kérosène, quand dans la population a monté l'idée que exempter les avions et les compagnies aériennes de taxes sur le kérosène alors qu'on taxait le diesel, il y avait une profonde injustice. Il faut l'entendre, c'est quelque chose qui va bouger. On ne peut pas continuer à développer des vols dans tous les sens. Et donc, bien sûr qu'il faut réduire drastiquement ces vols intérieurs. Ça ne met pas la menace immédiate sur Airbus, qu'il faut accompagner vers une transition vers d'autres activités. Vous parlez du fait qu'il n'y a pas de contrepartie, mais quand Bruno Le Maire fixe l'objectif d'une économie décarbonée, quand le président de la République vient dans les Hauts-de-France pour miser sur le véhicule du futur auprès de Renault, un véhicule à hydrogène par exemple, est-ce que ce n'est pas finalement dans le sens d'un mouvement de transition écologique ? Moi, j'ai vu le président de la République, pour soutenir l'agriculture, se rendre dans une serre de tomates chauffées de manière complètement artificielle. Ça n'avait rien à voir avec l'agriculture biologique. Et là, c'est la même chose. Pour vous, c'est à comparer. Quand on mise sur le véhicule à hydrogène ou le véhicule du futur, non, les discours sont verts, les déplacements sont verts. Mais les engagements... Du greenwashing. Bien sûr. Si ça n'est pas dans la loi, si ça n'est pas dans les contreparties, si ça n'est pas écrit noir sur blanc, on peut raconter ce qu'on veut. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que Renault va fermer une usine. Laquelle? Celle de Choisy-le-Roi. Ouais. Choisy-le-Roi. C'est quoi la particularité de Choisy-le-Roi? C'est la seule qui soit, ou c'est la plus en pointe en tout cas, qui soit engagée dans l'économie circulaire et le fait de réparer les moteurs. Ça veut dire que plutôt que le schéma traditionnel, je produis, c'est utilisé, on jette, eh bien on offre un service de réparation. C'est ça qu'il faudrait développer. C'est la seule usine qui va fermer. Vos impôts, mes impôts, vont financer
la suppression d'emplois. On parle du greenwashing, mais est-ce que quand même la Convention citoyenne pour le climat doit rendre ses conclusions bientôt? On parle peut-être d'un référendum sur certaines propositions. Est-ce que ça n'allait pas dans le bon sens, finalement, cette convention? Non, mais moi, j'attends des actes. Ce qui a fuité de la Convention citoyenne pour le climat, nous adhérons. Quand on parle de 20 millions de logements rénovés, voilà du concret. C'est une première de la création en politique de confier cette mission à une convention. À cette échelle, oui, mais l'enjeu, c'est quels actes? Parce que des beaux discours sur l'écologie, j'en ai entendu en 2002 à Johannesburg, de la part de Jacques Chirac. J'en ai entendu en 2007 de la part de Nicolas Sarkozy. J'en ai entendu de très très beaux en 2012 de la part de François Hollande. Et bien sûr de très beaux en 2016 ou en 2017 de la part du candidat puis président Macron. Ça fait 18 ans. Les rapports du GIEC se succèdent, la biodiversité s'effondre, tout le monde a pu le constater dans sa chair à travers les canicules et autres. Les feux en feux en Australie avaient généré une émotion mondiale, les feux en Amazonie également. Et là, on nous dit que peut-être, un jour, on va peut-être agir. Donc 20 millions de logements rénovés, c'est oui, faisons-le. Ça, c'est pour le coup un plan de relance qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui va soulager le porte-monnaie de millions de personnes qui ont du mal à se chauffer, et puis créer des emplois locaux. C'est d'ailleurs ce que propose Bruno Bernard pour la métropole de Lyon. Voilà du concret. Et bien justement, on va parler des municipales. Les conditions sont-elles réunies pour vous pour le second tour, le 28 juin? Le Conseil scientifique a donné hier un premier feu vert. Est-ce que finalement le gouvernement a eu raison de proposer cette date? On s'oriente en tout cas vers un vote le 28 juin. Et j'espère que les Françaises et les Français pourront être rassurés sur le fait qu'aller voter ne présente aucun risque, pas plus qu'en tout cas aller en terrasse, et que donc oui, on peut déconfiner la démocratie et tenir ce second tour. C'est important, je parlais de l'absence d'engagement concret au niveau national sur l'écologie, sur la justice sociale. Avec les élections municipales, il y a une occasion d'activer des leviers locaux très très concrets. Quand on réduit la place de la voiture en ville, on réduit la pollution. Quand on développe le vélo, on développe bien sûr des emplois locaux. Pareil avec la rénovation thermique. Ce sont des moyens très concrets de prendre le virage vers des villes vertes et plus vivables. Vous savez, pendant le confinement, la pollution a baissé, le bruit a baissé. C'est là aussi qu'on se rend compte que quand ça repart, on ne souhaite pas que tout reparte exactement comme avant. Bruno Latour disait c'est le moment, si cette crise ne permet pas de prendre un virage, si on ne choisit pas quelles activités il faut encourager et lesquelles il faut réduire, cette crise aura été gâchée. Avec le 28 juin, le vote écologiste, c'est le vote pour le changement, le passeport, le véritable passeport pour le changement, pour des villes vertes, agréables et vivables. Justement, on va parler de ces villes, Julien. Oui, parce que on voit surgir des alliances et aussi des Verts qui sont en bonne position dans certaines communes. On sent que les relations sont encore compliquées avec le parti socialiste, où il y a des accords qui sont formulés à Rennes, à Nantes, et puis à Paris, évidemment. Et d'un autre côté, on voit des grosses difficultés, alors dans ma bonne commune de Lille, mais aussi à Strasbourg. Concrètement, est-ce que ça se passe mieux avec les socialistes ou est-ce que c'est, comme on dit sur Facebook, c'est compliqué? Non, je pense que ça a aussi un trait, parce qu'il y a des socialistes qui ont pris en compte la mesure de l'écologie. Et je pense que vous parliez de Rennes. Moi, les retours que j'ai eus des discussions étaient fécondes. C'est-à-dire que non seulement des discussions, bien sûr, sur l'organigramme, le dispositif, mais à l'issue des discussions du premier tour, il y a un projet véritablement co-construit à partir des propositions écolo et des propositions socialistes pour la ville de Rennes. C'est-à-dire que pour les 6 ans à venir, ça a permis de construire quelque chose de meilleur. C'est heureux. Ça veut dire que Martine Aubry, par exemple, elle n'a pas pris en compte l'écologie? Martine Aubry est une grande dame, mais pour elle, l'écologie, c'est la portion congrue. Ça n'a aucun intérêt. Et donc, quand Stéphane Bally fait 25%... Quel candidat écologiste allié? 25%. Vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de main. Et à vrai dire, si Stéphane Bally avait accepté que ces voix ne comptent pas pour faciliter un accord, il aurait quelque part trahi son engagement devant les électeurs et les électrices. Et donc il y a des points durs, notamment sur l'urbanisme à Lille. Martine Aubry a choisi de faire cavalier seul. Et j'espère que Stéphane Bally pourra l'emporter. C'est une question d'ego? Oui, clairement, je pense. Question d'ego, question aussi de génération, parce que malheureusement, Catherine Trottmann à Strasbourg a fait exactement le même choix. Malgré le fait d'avoir été distancée dans les urnes par Jeanne Barzéguian, elle a voulu s'accrocher à la métropole. Question de poste, question d'ego.
Et c'est le choix de Catherine Trautmann, c'est-à-dire vous auriez absolument. voulu un accord à Strasbourg? Bien sûr, nous souhaitons un accord, nous souhaitons remporter ces villes et les mettre sur la voie de la transition. Nous ne disons pas que nous allons le faire seuls. Donc pour ça, il s'agit de construire des coalitions, mais il faut qu'elles soient bien sûr centrées sur l'écologie, ou en tout cas qu'elles le prennent dignement en compte, à la hauteur des voix exprimées là-dessus au premier tour. Donc malheureusement, à Strasbourg, voter Trautmann, c'est voter à droite. Très clairement, donc le choix des électeurs et des électrices de gauche et des électrices et électeurs écologistes, c'est Jeanne Barzéguian. Et à Lille, il y a un match. Il y a un match et il y a de vrais projets qui s'affrontent. Continuer comme avant depuis une vingtaine d'années, avec, c'est vrai, l'apport des écologistes, ou y aller beaucoup plus franchement sur l'écologie, la justice sociale et la démocratie. Et vous pensez gagner à Stéphane Lille? Bally. Bien sûr, on est déterminé. J'y serai le 21. Pour soutenir la mobilisation pour la protection de la friche Saint-Sauveur. Alors ça ne dira peut-être pas grand-chose à toute votre audience. Ça parle au lecteur de Julien. Mais c'est un grand projet, en effet, au cœur de la ville. Et je pense que c'est deux visions qui s'affrontent. Vous voyez, vous avez une friche, une vieille gare industrielle, vous voulez bétonner, ou au contraire, vous voulez la rendre à la population d'une ville extrêmement minérale, très polluée, et proposer des activités et surtout proposer de sauvegarder ces terres naturelles. Il nous reste peu de temps, on va parler du Havre, où là aussi la liste écologiste n'a pas trouvé d'accord avec le candidat communiste cette fois, qui affronte Édouard Philippe. Est-ce que vous ne facilitez pas la victoire du Premier ministre? Je regrette véritablement que Lecoq, le candidat, n'ait pas souhaité fusionner. Notre liste avait fait 8%. Je pense qu'il aurait été logique. Dans ce cas-là, notre candidat avait bien sûr proposé, il ne peut pas se maintenir, il avait proposé la fusion avec les communistes qui ont choisi de faire cavalier seul. C'est dommage. Alors Fabien Roussel, qui était sur ce plateau la semaine dernière, appelle à une campagne commune de la part des partis de gauche contre le Premier ministre. Vous irez? Moi, je serai d'abord en soutien, bien sûr, vous le comprenez, aux candidats écologistes, à Lyon, à Besançon, à Strasbourg, à Tours, à Toulouse, à Lille. Ça, c'est la liste des prochains déplacements. Et comment vous expliquez qu'à la fois les socialistes à Lille et à Strasbourg, que là, les communistes au Havre refusent ces accords avec les écologistes? Est-ce que pour eux, vous n'êtes pas crédible? Vous savez, nous, c'est une question de démocratie. Vous faites 20. Pour représenter dignement vos électrices et vos électeurs, vous devez être représenté à hauteur de ces 20. Vous faites 8, on l'accepte. Mais simplement, ça doit être accepté également par la personne qui propose une fusion. Or là, en l'espèce, ces différents candidats que vous citez, considéraient que les 8% ou les 25% sur l'écologie, ça va, c'était trop en fait. Est-ce que ça ne présume pas finalement d'un avenir assez compliqué pour l'union de la gauche, une réflexion commune qui pourrait aboutir à une candidature à la présidentielle? L'union de la gauche, c'est au mieux un moyen, c'est pas une fin. L'enjeu, c'est quel projet? L'enjeu, c'est de proposer une alternative heureuse au pays par rapport à un duo entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui abîme le pays. Et donc, il faut proposer une alternative heureuse. Nous disons, cela doit se construire sur l'écologie, la justice sociale, la démocratie. Toutes les personnes qui se retrouvent dans ce triptyque sont les bienvenues pour le construire. Merci beaucoup, Julien Bayou. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Julien Lécuyer. Demain, à votre place, ce sera Alexis Corbière, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et on passe tout de suite au Club des Territoires.